Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider, Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi. C'est pas le dernier point de marché de la journée puisque à 16 heures le rapport hebdomadaire Ishimoku qui a lieu chaque vendredi est avancé puisque demain nous serons au salon de l'analyse technique et notamment Adrien et moi-même l'après-midi dans le cadre de conférences qui sont prévues, notamment un débat devise en début d'après-midi. Donc pas de rapport Ishimoku demain, cet après-midi à 16 heures. Et tout à l'heure à 18 heures, un webinaire qui est susceptible de vous intéresser, qui revient sur le détail du commissionnement des produits de chez FXCM, qui revient notamment sur le système de commission et en quoi ce système basé sur un spread très réduit et des commissions fixes a permis d'amortir la hausse du coût du PIB en euros due à la baisse du taux de change euro-dollar depuis le printemps dernier. Donc si ce concept n'est pas très clair pour vous, à savoir le fait que quand l'euro-dollar baisse, notre système de commissionnement devient beaucoup moins cher qu'un système avec un spread fixe mais sans commission, c'est quelque chose qui vous sera expliqué ce soir. Pas d'introduction fondamentale, pas de blabla, diraient certains aujourd'hui, je vais être rapide. On va passer en revue des graphiques qui pour la plupart sont stables, notamment sur le Forex depuis le début de la semaine, à savoir un dollar américain qui transige au-dessus d'un niveau de support sans rebondir vraiment violemment, mais sans pour autant casser le support, avec toujours des doutes et une difficulté à lire ce que pourrait être la prochaine phase de tendance sur les paires de devises majeures. Quant aux indices boursiers, les marchés actions US reviennent sur support. Que penser des marchés actions européens? Je vais tenter de répondre à cette question. Vous avez pu prendre connaissance de l'avertissement légal, il est affiché sous vos yeux depuis un certain temps. Alors, en l'état, pas de grandes nouveautés par rapport à ce qui vous a été présenté ce matin. C'est pas non plus la journée la plus chargée sur le plan des statistiques économiques. Il y en a cependant à 14h45. Il y a une chose, moi, que je retiens qui est susceptible d'agir à la baisse sur l'euro. C'est un rapport de la Banque Centrale Européenne qui revient sur le fait que l'ensemble de ces programmes monétaires commence à produire une nette inflexion haussière de la courbe des liquidités excédentaires au sein de la zone euro. Elle est revenue dessus ce matin, puis ce sont des informations qui circulent ci et là. C'est de nature à créer plutôt des pressions baissières sur l'euro à terme. Qui sont peut-être déjà intégrés dans les cours, ça c'est un autre sujet, mais je vous parlerai de l'Eurocad par exemple. On regardera en vrac quelques paires de devises. Le dollar US il est sous vos yeux, selon US Dollar Index, ce basket proposé donc par Dow Jones et FXCM, c'est un CFD, 25% Eurodoll, 25% AUD-USD, 25% NZD-USD, 25% USD-Yen. Pourquoi ce marché transige sur support depuis le début de la semaine? Eh bien parce qu'il est enfermé entre 11 886 points, ce fameux niveau qui, s'il venait à céder, prolongerait la baisse du dollar US en place depuis le 18 mars, et cette première résistance à 11 962. Donc en l'état, le dollar US reste dans un range à court terme, mais admettons quand même que pour la troisième fois consécutive, il réagit sur le support à 11 886, mais pour autant, il n'est pas reparti à la hausse, ce qui serait vraiment le cas s'il franchissait ici cette résistance. Cet indice dollar index, il est disponible par défaut sur la plateforme, que vous le tradiez ou pas, peu importe, je vous dirais qu'il est important de suivre cette résistance. Si jamais cette résistance est franchie, cela signifie que l'euro-dollar a fait déjà un point haut à court terme, ce qui n'est pas non plus là du tout acquis, étant donné que l'euro-dollar a en effet franchi en début de semaine les 1,0960 qui jouent ici journalière. Il a atteint le point haut du 18 mars, résistance formée à 1,1050 $. Et le voilà qui peine à avancer davantage. Et donc au fond, on envisageait depuis le début une espèce de range légèrement ascendant au-dessus des 1,09. C'est ce qui se poursuit. Je pense même que le range est désormais beaucoup plus étroit. Je le situerai entre 1,0960 et 1,1050. Voilà ce que nous avons sur l'eurodoll. 1,0960 $ et 1,1050 $. Et autant vous dire que à l'intérieur de ces bornes, il est difficile de dire ce que pourrait faire la paire de devises. Franchir un 10,50 verrait ce marché prolonger en direction des 1,11. C'est cette résistance-là, 1,11, 1,1150. Mais en l'état, tant qu'on se maintient sous les 1,1050 et sous ce point de rejet ici du 18 mars, il y a un risque que ça reparte à la baisse, mais bon. On tient aussi les 1,0960 qui est la Kijun des 1. Donc nous sommes dans ce range 1,0960, 1,1050 et je ne sais pas du tout où ira ce marché. Ça dépendra clairement du dollar US. Les paires majeures, elles ont été suffisamment étudiées ce matin. L'USD Yen est sous pression. Il y a un renchérissement du Yen. Il y avait d'ailleurs des chiffres de l'inflation
en provenance, enfin des chiffres de l'inflation du Japon la nuit dernière, avec un USD Yen qui a brisé ce niveau des 119,21. Qu'en est-il maintenant sur l'USD Yen? Il revient chercher le support à 118,30. C'est un niveau de support qui avait bien fonctionné à l'époque, ici, dans cette zone-là, les 118,30. Un niveau qui avait été préservé entre le 9 février et le 20 février. Donc j'aurais tendance à dire que ce matin, l'USD Yen a plutôt rejoint un niveau de support, mais là aussi, c'est comme le dollar index, c'est-à-dire qu'on est revenu sur un support, mais en l'état, sans franchir de résistance, il serait difficile de dire que cette phase de baisse serait finie. Donc, sur le court terme, je pense désormais que nous avons 100 pips de range sur l'USD Yen, entre 118,30 et 119,30, à l'image du range 11 886 et 11 960 sur USD dollar index. Donc voilà pour le moment où en sont ces paires. Elles le sont d'ailleurs globalement, elles sont toutes dans des ranges de 100 pips. Nous avons un range d'environ 80 points sur le US dollar index, 100 pips sur l'eurodoll entre 1,0960 et 1,1050, enfin 90 pips. USD Yen 100 pips, 118,30, 119,30 Yen ici. Quant au GBP USD, il continue de se maintenir sous les 1,50 $. Là aussi, c'est la résistance daily lorsque vous étudiez les cours de clôture du GBP USD. Et en l'état, tant que ce marché se maintient sous les 1,50, il existe un risque que la tendance de baisse redémarre. Ce qui serait par contre positif, ce serait de refranchir les indices 50. Les 1,50 pardon. Et là aussi, nous avons un range de 100 pips entre 1,49 et 1,50 $. Donc elles finalement elles sont très hésitantes, ces paires en dollars, à l'image, je dirais, du positionnement des investisseurs vis-à-vis du dollar US. A-t-il suffisamment consolidé? Peut-il redémarrer? Va-t-il durablement s'installer dans un range? Pour le moment, nous n'avons pas ces questions. L'analyse technique apportera des réponses en fonction du positionnement du prix de ce CFD de part et d'autre de ces deux bornes, 11 886 ou 11 960, 11 962. Donc en ce début de session US, Eurodoll teste plutôt un support court terme, ici à 1,0960, dès lors qu'on délimiterait un range entre 1,0960 et 1,1050. Tant que les 1,0960 tiennent, j'ai envie de dire qu'en effet, ça peut redémarrer. Si je passe d'ailleurs l'Eurodoll en plein écran, on constate que par rapport à cette Kijun D1, on avait quand même de temps en temps, depuis les 1,40, tenté de la briser à la hausse, et puis transiger un petit peu au-dessus. Faire des petits flats au-dessus avant finalement de les réintégrer. Ce qui est certain, c'est que si Eurodoll propose une clôture H4 violente sous la Kijun D1, je pense que la hausse sera terminée et qu'on aura bloqué un 10,50. Mais tant qu'on se maintient au-dessus des 1,09, allez 50, 1,0960, il y a encore ce scénario de rebond technique qui se justifie du point de vue de l'analyse technique. Donc 1,0960, 1,1050. Je pense que là, on tient les bonnes, on tient les bonnes bornes. En début de semaine, on ne savait pas trop. Est-ce que c'était 1,09, 1,0950 Je pense que là, nous avons les bonnes bornes. 90 pips, 1,0960, 1,1050. La première clôture intraday, on va dire H4, mais H1 peut-être pour les plus agressifs d'entre vous, qui se fera soit au-dessus de la résistance, soit sous la Kijun D1, donnera le signal. Briser à la hausse les 1,1050, c'est rejoindre un 11,50, voire un 12, voire plus. Rebasculer sous les 1,9, les 1,0950, 60, serait quand même quelque chose d'assez négatif. À confirmer bien sûr avec le positionnement de notre indice US dollar index de part et d'autre de ces deux bornes, donc 11 886 et 11 862. Alors en vrac, du côté des paires de devises, j'ai quelques éléments à vous montrer, et notamment l'EuroCAD. Alors je me suis posé la question, est-ce que l'EuroCAD fait un pullback et est-il un bon candidat à shorter? Ce qui est certain, c'est que nous avons toujours des données finalement qui affaiblissent l'euro de manière générale, et c'est ce que rappellent finalement les premières conséquences qu'on observe de la conjugaison d'un certain nombre de programmes monétaires qui commencent à sensiblement
donner une pente haussière à cette fameuse courbe des liquidités excédentaires. Nous vous l'avons déjà présenté, mais en ce qui concerne celle des États-Unis, montrant que finalement ça avait causé une bonne partie du renchérissement du dollar US. Là, ce serait plutôt le scénario contraire sur l'euro. L'eurocad, la zone résistante se trouve, je dirais, entre 1,3750 et 1,3820. L'eurocad m'intéresse notamment si il se confirme que, comme nous l'envisageons, que les prix du pétrole devraient cette fois-ci durablement s'installer au-dessus des 44 dollars, ce qui devrait permettre au CAD de ne plus baisser, en tout cas, ou de se renforcer. En tout cas, ici sur l'eurocad, juste en faisant l'analyse technique, on a donc ce niveau des 1,3750. Un premier test ici, 18 mars, un deuxième, c'était hier. Ce qui serait négatif désormais sur l'eurocad, ce serait de casser les 1,3630. Si on brisait les 1,3630, je pense que là, on donnerait quand même le signal d'un redémarrage de la tendance baissière. Alors après, si j'étudie le canal de baisse de long terme de l'eurocad, je dois admettre qu'il passe à 1,4250. Mais bon, vu la jambe de baisse qu'on a fait entre 1,43 et 1,33, je pense qu'en fait on est globalement en train de la retracer à l'intérieur de ce qui s'apparente à un espèce de drapeau, un drapeau haussier, donc c'est-à-dire que on corrige une jambe de baisse et qu'à terme on pourrait envisager un redémarrage. Si j'étudie d'ailleurs un ratio de retracement ici, on constate que les 1,3750 c'est 38,2% de retracement. Bon, on a le 50% qui est au-dessus à 1,3850. Je vois, comme vous j'imagine, cette zone de résistance assez large en amplitude. Alors l'idée c'est que elle est peut-être trop large justement pour bien gérer les money management. À ce moment là, ce qui serait vraiment négatif serait de voir une clôture intraday sous les 1,36, 30. De manière générale sous les 1,36. Je pense que si l'eurocad repasse en dessous, on aurait vraiment ici ce drapeau dont on serait sorti par le bas, avec la possibilité de retomber ici en direction des 1,3380. Donc là, nous ne sommes pas actuellement face à un bon timing pour une position vendeuse, mais je vous invite à surveiller la configuration de l'eurocad et je dirais un intervalle ici entre 1,3630 et 1,3750. Et la sortie de ce range, parce que derrière on peut avoir le redémarrage d'une phase de tendance. Donc voilà, celle-ci elle m'intéresse, je jetais un oeil ce matin dessus, en vrac, tour d'horizon en vrac, un des pairs du FX. Le GBP AUD, alors on vous a proposé une alerte en début de semaine montrant l'intérêt du niveau des 1,89. Admettons que le marché l'a travaillé puisqu'il a fait un 88,50, mais pour finalement, dans un premier temps, réagir favorablement sur cette ligne de tendance haussière ici sur le GBP AUD. Pas évident d'envisager quelque chose sur ce GBP AUD sans voir le franchissement d'une résistance. Je vais étudier ici ce qu'on avait fait. Regardez ce mouvement là qui ressemble en plus d'ailleurs énormément à ce qu'on avait fait ici sur cette partie là. Et qu'est-ce qui avait donné le signal de la fin d'une baisse sur le GBP AUD? C'était la cassure de cette oblique ici. C'était particulièrement propre et d'ailleurs le marché avait fait un pullback. Donc c'était le signal avait été donné ici à l'accélération au-dessus des 1,85-80. Donc en partant je dirais du même principe, je trace ici cette ligne chartiste sur le GBP AUD. Et j'aurais tendance à dire que tant qu'on est en deçà, il y a un risque que la baisse continue. Donc soyons prudents. Ce qui serait vraiment positif sur le GBP AUD serait d'accélérer au-dessus des 1,91. Et là je pense que nous aurions derrière quelque chose de similaire à ce que nous avions connu ici en janvier, tout simplement. Donc il y a cette possibilité, celle-là elle m'intéresse, il faut être prudent. Forcément je vous donne peut-être là des bornes qui ne sont pas utilisables tout de suite maintenant, puis l'objectif c'est pas non plus de se précipiter, c'est pas parce qu'une émission, un point de marché est programmé à telle heure que les signaux se déclenchent à la même heure, mais l'idée c'est d'être prêt, ou de repérer des stratégies à mettre en place, soit aujourd'hui, soit plus tard. Surveiller l'eurocad sous les 1,3750, 1,38, et surveiller le GBP AUD au-dessus des 1,8850.
en termes de money management, passer sous un 88,50, un 88,30, c'est la fin. Hein. Mais on peut encore avoir la possibilité que ce scénario ici du 21-22 janvier se reproduise. Après, il ne faut pas non plus s'emballer, parce que dans cette phase de baisse ici du GBP-AUD, il y a quand même les nouvelles anticipations vis-à-vis de la politique monétaire pratiquée par la Banque d'Angleterre. Bon, n'oublions pas aussi que la Banque Centrale d'Australie a baissé ses taux en janvier. Donc, finalement, disons qu'elle se neutralise, cette de politique monétaire, et juste en faisant un peu d'analyse technique, je pense que là, on peut avoir ce type de scénario. Donc, je l'ai toujours en tête, cette paire de devises GBP-AUD. Donc, on constate que l'euro-dollar confirme l'existence de ces deux bornes, 1,0960, 1,1050. Moi, à l'intérieur de ces bornes, je suis à 150% neutre. Je n'en ai aucune idée. Et de toute façon, tant que l'USD reste dans ce range ici, c'est juste hyper incertain. Est-ce que cette incertitude va durer jusqu'au vendredi 3 avril? J'ai envie de dire, pour quelqu'un qui passerait ses journées devant ses graphiques, je souhaite que non. Parce que là, ce serait frustrant. Mais c'est envisageable que le marché patiente jusqu'au prochain rapport NFP, vendredi prochain, pour se repositionner vis-à-vis du dollar US. On peut tout à fait envisager plusieurs séances encore d'oscillation entre 11 886 et 11 962. Demain, il y a quand même à 13h30 l'estimation finale du niveau de la croissance économique aux États-Unis au 4e trimestre. Mais c'est la 3e lecture, c'est pas forcément, sauf surprise, celle qui serait la plus impactante sur le prix du dollar US, sur le FX. Alors, voilà donc ce que je pouvais vous livrer sur ces paires de devises. Une autre m'intéresse, vous le savez, et elle ne donne pas encore la réponse, c'est le NZD-USD. La résistance hebdomadaire sur le NZD-USD, c'est les 0,77. Et puis il y a ce niveau à 0,76 sur lequel nous avions recommandé des stratégies de vente à plusieurs reprises ici en février. Vous pouvez constater qu'à l'image de l'euro-dollar entre 1,0960 et 1,1050, ou que le USD index, le NZD-USD ne s'est pas décidé, il se maintient sous les 0,77, mais se maintient au-dessus des 0,76. Ne parvenant pas à se décider. Donc c'est difficile à dire, mais là aussi c'est symptomatique, je pense, de cet attentisme du marché vis-à-vis du dollar US. On sent qu'il y a un changement de psychologie, en effet, que les investisseurs sont moins avides d'acheter le dollar US de manière franche dès qu'ils testent un support, mais on sent quand même une hésitation du marché à vendre le dollar US. Il y a une forme d'incertitude, une temporisation dans l'attente d'un chiffre qui permettrait de se projeter davantage que des commandes de biens durables ou des choses comme ça. Et en l'état, c'est probablement, encore une fois, le prochain rapport NFP, qui aura lieu vendredi 3 mars. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne va rien se passer d'ici le vendredi 3 mars, mais il est possible que nous soyons dans des situations de marché de range qui se poursuivent. À voir, dans l'attente d'un chiffre suffisamment évident pour se positionner sur les prochaines semaines. Et l'analyse technique permettra de le dire quel sera ce chiffre lorsque nous serons sortis de ces bornes ici, bien délimitées justement par cette analyse technique. La UD-USD, la situation n'a pas changé depuis hier, avec pour le moment des cours qui se maintiennent sous les 0,7910. L'USD CAD, c'est un peu différent. L'USD CAD, Adrien nous a fait un beau topo ce matin. L'USD CAD, globalement, le dollar canadien bénéficie d'une part d'un prix du pétrole qui s'est stabilisé et d'autre part d'un rebond du prix du pétrole. Pour le moment, ça reste un gros range, hein, l'USD CAD, ça reste un vaste range depuis le début du mois de février, entre 1,2380 et 1,28, 1,2380 et 1,28. Donc ce range peut permettre au cours de rebondir.
Ça dépendra probablement du dollar US. Si je devais choisir peut-être une paire de devises pour un renforcement du dollar canadien, je jetterais davantage un œil à l'euro-CAD. Il y a une résistance que je trouve assez propre à 1,3750, 1,38. Mais bon, pour vraiment que l'euro-CAD reparte à la baisse, il faudrait casser les 1,36, 1,3630. Donc là aussi, c'est un peu trop tôt pour se précipiter, mais vraiment surveiller le niveau des 1,36, 1,3630 sur l'euro-CAD, car si on le brisait, bah, ça ferait mât, drapeau, et ça relance. Le Bund, rien à dire, c'est complètement stable depuis le début de la semaine, ça n'a pas changé. Les marchés actions, alors là ça bouge depuis quelques heures. Le CAC, je ne sais pas jusqu'où il va consolider. Je suis incapable, c'est pas un indice qui me semble limpide. Alors, je ne vais pas perdre de temps en fait avec des interprétations qui ne seraient pas précises. Et je vais vous parler de 4 marchés. 4 marchés sur lesquels j'y vois plus clair. Premier marché, l'IBEX. En effet, ça vous a été rappelé ce matin. Vous avez la possibilité d'utiliser le précédent sommet de l'année 2014, ainsi qu'une ligne de tendance haussière en place depuis le 15 janvier et le choc de la BNS. Je pense que sur l'IBEX, la zone comprise entre 11 140, 11 150 et 11 240 serait intéressante pour un positionnement dans le sens de la tendance. Étant donné que c'est quand même l'indice qui s'est réveillé en dernier, au sein de la zone euro, c'est vraiment sur ce marché que j'aurais tendance à vraiment essayer d'attraper un niveau de support. Et en l'état, voilà donc une zone qui me paraît intéressant d'utiliser. Je pense que je vais la situer en positionnant ici ce niveau horizontal. Donc, étant donné que le marché commence un peu plus largement à s'intéresser à ce marché-là, et que ça reste un indice de la zone euro, la stratégie pourrait être d'attendre que l'IBEX vienne tester les 11 150, 11 240. 11 240, c'est le précédent top de 2014. Et étant donné que le marché fait toujours des excès pour aller chercher les stops, le bas du canal 11 150, pour à ce moment-là jeter un œil aux autres marchés, le CAC, le DAX, etc. En tout cas, bon, celui-ci je le trouve tout à fait intéressant, ce qui laisse envisager peut-être encore un peu de potentiel de correction. Sur le CAC 40, je pense que les 4900 points peuvent être un support déjà, si le marché y va. Regardez quand même le RSI ici H4, hein, on est déjà très rapidement survendu. Lorsque j'étudie le DAX, il tient un support aujourd'hui, le DAX. Voilà, nous avons cette ligne de tendance qui est en place depuis le 10 février. Alors après, on peut encore retracer une plus propre. La ligne de tendance en place depuis le 21 janvier et la cassure des sommets, des précédents sommets historiques sur le DAX. Pour le moment, on tient la ligne de tendance qui se confond avec le support à 11 600 points. J'aurais tendance à dire que tant que le DAX tient les 11 600 points, on est sur déjà un point là. On est sur ce support. Est-ce que ce sera le point bas de la consolidation, comme dirait l'autre? C'est la question à 10 000 euros. Je ne sais pas. Mais 11 600 points, c'est un support. Si vraiment le DAX devait basculer en dessous, la baisse pourrait se prolonger. Alors, c'est quand même un indice qui est fort, hein, donc je pense pas que ce sera lui qui fera le retracement le plus important. On peut utiliser ici un certain nombre de ratios. Je dirais que tant qu'on tient 11 600 points, on pourrait se stabiliser. Mais si on devait les enfoncer, nous pourrions aller chercher jusqu'à 11 200. Bon, ce qui serait là quand même 50% de retracement. Ensuite, lorsqu'on est dans une phase de consolidation ou de pullback et qu'il est difficile d'en envisager l'amplitude, on peut se concentrer sur les indicateurs de momentum, intraday par exemple. Ils ne sont pas encore survendus. Et on est loin d'avoir des situations de divergence. Hein. Pour ça, de toute façon, on n'a pas encore la structure des prix nécessaire. Ou sinon, ce qui indiquerait la fin d'une consolidation, ce serait le franchissement d'une résistance.
qui indiquerait par exemple que le CAC 40 a fini de consolider, ce serait de refranchir les 5000 points. Et à ce moment-là, partir vers de nouveaux plus hauts. Et je dirais que sur le DAX, c'est l'équivalent des 11 795 points. 11 800, 11 795. Mais bon, je me demande si on n'est pas en train de faire un espèce de drapeau. Un petit drapeau H4 ici sur le DAX, au-dessus des 11 600. À voir. C'est pas évident, c'est franchement pas évident. Alors par contre, là où c'est un peu plus évident, je dirais, c'est du côté des marchés actions US. Le SP500 évolue dans le range envisagé hier entre 2040 points et 2120. N'hésiterai pas à dire que là, le SP500, surtout ce matin, il est sur un point d'achat. Passer sous 2040, verrait le SP500 se replier jusqu'à 2000 points, voire 1995. Mais voilà, le SP500, je pense que maintenant on évolue entre 2040 et 2120. Et j'aurais ici tendance à dire que au-dessus des 2040 points, ça s'achète. Et que là, le money management, il est plutôt serré, puisque ça fait un stop d'environ 12 points. C'est à votre discrétion, il n'y a pas d'incitation ici particulière, mais si vous êtes à la recherche, si vous vous intéressez aux indices boursiers, et que vous êtes à la recherche d'un indice permettant d'avoir un bon money management, le SP500 au-dessus des 2040 points, c'est pas mal. Pour viser, je sais pas, 2078, 2080 quoi. Donc un peu plus, je dirais, de certitude sur ces marchés actions US qui sont revenus sur des bons supports. Il y a un autre indice qui est sur un support encore plus évident, c'est le Nasdaq 100. Il est revenu tester là aussi le point bas du 13 mars, les 4290. Moi, le Nasdaq 100 à 4290, je trouve ça intéressant. Je pense qu'on s'établit désormais dans des nouveaux ranges sur les marchés actions US. 2040, 2120 sur le SP500. 4290, 4480 sur le Nasdaq 100. Moi, je vous dis que là, les marchés actions US sont sur support. Un peu moins de conviction pour les marchés actions en Europe. Nous avons certes les 11 600 du DAX, mais je préférais en fait m'intéresser au support sur les marchés actions US. Et le Dow Jones, c'est un peu moins propre, je dirais, que le SP ou le Nasdaq 100. Mais je me demande si le Dow Jones n'aurait pas fait un piège sous les 17 620 points. On a un espèce de chandelier ici durant la session asiatique qui a vu le CFD basculer sous les 17 620 points. Et puis voilà, si nous avions une clôture intraday, je dirais, qui se faisait au-dessus des 17 780, on repart tout en haut. Prudence tout de même. À confirmer sur le Dow Jones, s'agit-il d'une fausse cassure de support trop tôt pour l'affirmer? Mais ce que je peux par contre affirmer, c'est que le SP500, tant qu'il tient le support à 2040, ça peut relancer. Et d'autre part, le Nasdaq 100, au-dessus donc de ce support ici à 4288 points. Alors, l'euro-yen, l'euro-CAD et toutes les paires en euros, elles sont dans des compressions sous résistance. Je dirais que l'euro-yen est en risque, notamment tant qu'il se maintient sous les 131,75. Ce qui serait vraiment négatif sur l'euro-yen, ce serait de le voir briser les 130, à l'image des 1,36, je dirais, sur l'euro-CAD. Donc pour simplifier, sur les paires en euros, je vois 3 niveaux vraiment à suivre. Je les récapitule dans le chat. Euro-USD 1,0950 pour arrondir. Au-dessus, ok. En dessous, c'est moche. Euro-CAD 1,36. Au-dessus, la reprise continue. En dessous, on repart dans la tendance baissière de fond. Euro-yen 130. Au-dessus, ok. On continue, on rebondit. En dessous, on coule. Voilà. Donc je pense que, voilà, je les ai mis dans le chat. Ce sont globalement les 3 paires ayant l'euro en devise principale que j'ai envie de suivre. Euro-doll, Euro-CAD et Euro-yen.
Alors qu'en est-il de l'euro GBP? Ça c'est une bonne question que je me pose à moi-même d'ailleurs. Cet euro GBP pour lequel j'envisage une reprise en direction des 0,7450, notamment depuis la cassure des 0,7280, semble temporiser sous les 0,73 ici. Qu'en est-il de l'horizon de temps supérieur ici? Bon, je pense qu'il y a encore une probabilité de pousser jusqu'à 0,74. Donc celui-là, j'éviterai de me mettre en face pour le moment du rebond technique, étant donné que globalement, le GBP reste en souffrance sur le FX. Alors, justement, que penser du FTSE 600 hein, je ne vais pas échapper à la question. En parlant du GBP, le GBP CAD tente maintenant de se stabiliser depuis quelques heures sur 1,8528. C'est ce support là. Le GBP CAD et de manière générale le GBP, tant qu'il ne franchit pas une résistance, je vais un peu modérer mes ardeurs en faveur des différents niveaux de support qui sont testés. C'est comme le GBP AUD. On sent qu'on est proche de la fin de cette phase de baisse qui a commencé fin février, mais le GBP AUD ou le GBP CAD, il va falloir franchir des résistances pour pouvoir affirmer haut et fort que c'est terminé. Je surveille deux niveaux, les 1,87 sur le GBP CAD, sachant que moi je ne suis pas choqué de vouloir exploiter le support à 1,8625 pour se positionner. Mais il faudrait vraiment franchir 1,87 pour repartir à la hausse. C'est comme le GBP AUD, il faudrait vraiment, comme ici, à l'époque, hein, dans cette structure technique, dépasser les 1,91 pour repartir pleine balle. Soyons donc toujours prudents sur le GBP. Lorsque je jette un œil à l'euro GBP, bon, voilà, bon, c'est ce que je peux pour le moment peux vous livrer comme information. Surveillez vraiment l'euro CAD parce que si jamais l'euro CAD casse les 1,36, les 1,36, 1,3630, on peut vraiment repartir à la baisse, sachant que le pétrole est peut-être en train de faire un pullback sur 50$, que le pétrole est, je pense, en mesure d'aller chercher les 54$. Adrian, il vous a montré un wedge. Moi, j'ai mis en avant le fait qu'on tiendrait durablement les 44$ qui sont un long terme pivot. Hein. Vendre l'EuroCAD sur cassure de support, ça me plaît. Voilà. Donc, surveillez. Et il faut une cassure en clôture. Mais il y a cette possibilité finalement de rester vraiment sous pression, sous les 1,3750. Et là, donc, nous avons en effet l'euro-dollar qui est en train de malmener les 1,0960. Il y a le risque d'avoir un scénario à l'image de ce que nous avions eu ici le 29 octobre 2014, où le 17 décembre, on tente de franchir, on n'accélère pas, on réintègre la Kijun et it's over. Fin du rebond. Allez, le FTSE. Qu'est-ce que je peux vous livrer comme interprétation sur le FTSE? Je pense que on n'a pas eu de piège au-dessus des nouveaux sommets historiques, mais que c'est un niveau, c'est un gros niveau, hein, je suis d'accord. Ce qui va compter, c'est probablement la clôture mensuelle. Donc elle a lieu mardi prochain. Je vais vous montrer les chandeliers mensuels du FTSE. Voilà. La clôture mensuelle, et j'aurais tendance à dire que tant qu'elle se fait au-dessus des 6850, il y a du potentiel. Je m'intéresse au niveau de support sur le FTSE, je n'ai pas changé d'avis. Je pense toujours que le FTSE est un bon candidat à l'achat à moyen terme. J'abandonnerai complètement cette opinion si jamais on repasse sous les 6700. Et
je pense que il existe sur ce marché un support ici sur les 6850. On retrace cette jambe ici là de hausse. Voilà, moi je pense qu'on peut toujours chercher des achats. Alors peut-être attendre que le RSI H4 soit vraiment survendu, qu'on tente de construire une base, voire pour certains qu'on refranchisse les 6975. Mais voilà, bon, par contre, en effet, si on clôture à la fin du mois sous les 6700, ok, ce sera un peu compromis. Donc pour résumer, et je réponds à vos questions, le dollar US tient son support, mais nous sommes dans l'attente d'une cassure de résistance. L'euro-dollar, il y a un seuil décisif à 1,0960. Nous sommes dans l'attente d'un positionnement franc des cours de part et d'autre de la Kijun D1. Le dollar canadien se reprend. Le pétrole devrait durablement tenir les 44 dollars et prochainement aller tester les 54 dollars. Surveillez la cassure d'un support sur l'euro-CAD avec la probabilité non négligeable de réaccélérer à la baisse. Et enfin, j'aime bien le GBP-AUD, mais il faudrait vraiment pour ça finir par briser cette oblique de tendance que je suis. Enfin, l'euro CHF, eh bien, il est toujours sous pression parce que le CHF, l'euro est sous pression déjà, le CHF se renforce à nouveau, toujours intraitable finalement dans cette pattern d'élargissement, mais il s'est maintenu sous la résistance des 1,05 40, si on prend les cours de clôture, 1,05 40, cette résistance là, bon, mais c'est complètement intraitable ce truc de toute façon. Alors, je vais répondre à vos questions, je vais simplement remettre l'euro-CAD, l'euro-doll qui malmène le niveau, et donc le dollar US qui vient retester la résistance à 11 960. Alors, visiteurs, en effet, demain nous sommes FXCM au salon de l'analyse technique. Donc il vous suffit de taper sur Google Salon d'analyse technique ou sur tout autre moteur de recherche. Vous allez tomber sur le site et nous avons donc un stand. Vous pouvez demain venir nous rendre visite. Je vais vous faire apparaître ça. On est à l'entrée du salon de toute façon. Donc salon de l'analyse technique. Voilà. Nous participons demain à cet événement. Je vous ai donné le lien dans le chat. Alors, FXM a annoncé la vente d'FXM Japon. Qu'en est-il pour la France? La France ne sera jamais vendue, et ni d'ailleurs aucun bureau européen. Voilà, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions, donc merci d'avoir été attentif. C'était un point de marché globalement court, mais je pense que ça a été déjà bien balisé ce matin. À 16 h, rapport hebdomadaire en Ishimoku, à 18 h, webinaire sur notre système de commissionnement et la façon dont il a amorti la hausse du coût du PIP en euros due à la baisse de taux de change euro-dollar. Vous allez comprendre pourquoi un système basé sur un spread serré plus une commission fixe est nettement plus avantageux qu'un spread fixe. Et donc la réponse c'est à 18 h. Je vous retrouve demain pour le morning meeting et peut-être pour certains au salon de l'analyse technique demain après-midi. Merci à tous.